Bonjour à tous, je suis Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN et j'ai le grand plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire de la SFEN organisé par une section technique. C'est la section 8 aujourd'hui qui présentera la section économie et stratégie énergétique et son président Michel Berthélémy. Donc nous organisons ce séminaire à l'occasion d'une publication d'une nouvelle note technique de la SFEN. Peut-on prendre le risque de ne pas renouveler le parc nucléaire? C'est la 3e publication officielle de la SFEN depuis la sortie du confinement, après un avis qui s'appelle « Le nucléaire doit faire partie du plan de relance de l'économie française » et une position sur le fait que le nucléaire est une des solutions pour décarboner l'hydrogène. C'est aussi la 6e note technique de la SFEN que nous avons publiée depuis 2017. Vous pouvez retrouver toutes ces publications dans la nouvelle rubrique « Nos travaux » sur le site de la SFEN, donc www.sfen.org, rubrique « Nos travaux ». Alors nous sommes 300 inscrits aujourd'hui, donc on est très heureux. Et bien sûr, on va devoir s'organiser pour la session de questions-réponses qui démarrera à 1h moins 20. Donc pour cela, vous voyez à droite de vos écrans 2 onglets. L'onglet chat que je vous demanderai d'utiliser uniquement pour des questions techniques de son ou d'image. Et pour poser vos questions, l'onglet Q&R. Donc je vous invite à poser des questions tout au long de la présentation, où vous pouvez aussi voter pour des questions que vous pensez sont importantes. Et à partir de -20, donc c'est moi et Michel, on choisira donc les questions qui ont le plus d'intérêt pour vous pour les poser à Fabien. Vous pouvez bien sûr aussi poser des questions à Michel. Voilà, c'est aussi donc une expérience pour nous, ces nouveaux outils, ce nouveau concept de webinaire à midi, enfin à 13h, avec des sections techniques. Donc à la fin, il y aura un petit quiz qui prendra très peu de temps, mais c'est important pour nous d'avoir votre avis afin de pouvoir faire évoluer nos outils et nos offres. Voilà. Donc je passe la parole à Michel Berthélémy, président de la section 8, économie et stratégie énergétique. Toi, Michel. Bien, merci Valérie. Bonjour à tous. Alors on va suggérer de couper ma vidéo, ce que je vais faire. Valérie, vous m'entendez? C'est bon, Michel, nous vous entendons. C'est bon, pardon, excusez-moi, j'entendais un grand silence. Bonjour à tous, donc Michel Berthélémy, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'introduire Fabien Roch pour ce séminaire. Ce que je voulais faire en guise d'introduction, c'est déjà revenir avec vous sur les travaux que la ST8 a produits depuis 1 an et demi pour vous rappeler dans quelle mesure cette note et ces scénarios avec Fabien Roch s'inscrivent dans un travail que la ST8 mène depuis 2 ans pour la SFEN. Deuxièmement, vous précisez un peu les grands objectifs de ces scénarios qui vous seront par la suite reprécisés par Fabien et plus particulièrement l'angle que nous avons pris au travers de l'analyse des incertitudes et donc des risques qu'il y aurait à ne pas renouveler le parc. Depuis 1 an, la ST8 a publié peut-être 6 notes qui couvrent un large spectre de sujets liés à l'économie du nouveau nucléaire, à la fois sur les coûts du nucléaire existant et du nouveau nucléaire. Et puis, déjà en 2018, à l'occasion du débat de la PPE, de premiers scénarios, où à l'époque, on avait décidé de travailler avec Antilis Capros, qui est le modélisateur attitré de la Commission européenne. Et à l'époque, le débat portait plus sur la vitesse à laquelle on allait atteindre les 50%
Donc, c'était vraiment le focus de ces premiers scénarios, qui montraient également déjà la logique et l'articulation entre le parc existant et le nouveau nucléaire pour atteindre les objectifs à 2050, notamment en termes de décarbonation. Aujourd'hui, le contexte est assez différent et justifier ces nouveaux scénarios, il est différent. Premièrement, parce que on est en pleine instruction sur le nouveau nucléaire, ce qui pose de façon beaucoup plus aiguë la question des limites d'un système avec ou sans nucléaire. Les nouveaux aussi ce contexte parce qu'on a depuis moins d'un an de nouveaux objectifs, notamment de neutralité carbone, qui se retrouvent dans la stratégie nationale bas carbone en France et puis dans le New Deal, Green Deal au niveau européen. Et puis les nouveaux parce que on sort tous de la crise du Covid qui nous a amené à prendre conscience de façon aiguë que le secteur électrique fait partie des infrastructures critiques pour notre vie en société. Et donc, ça appelle à se poser la question de la résilience de notre système électrique à long terme. Et d'une certaine façon, c'est le contexte, la perspective qu'on avait pris pour ces scénarios. Scénario qui, en fait, pour tout vous dire, était quasiment finalisé il y a de cela 4-5 mois, enfin début mars, mais il me semblait aussi important de prendre le temps un peu de digérer la crise que nous avons vécue pour aussi en tirer des enseignements. Donc ce travail avec Fabien se veut une contribution à l'instruction en cours sur le nouveau nucléaire. Et au travers de cette analyse des incertitudes et des risques, c'est vraiment sous l'angle de la valeur assurantielle sur le système électrique, pour le système électrique que nous avons mis le curseur. Ça veut dire qu'on regarde des scénarios en limite, ça veut dire que typiquement, on regarde des scénarios où on maintient un socle nucléaire, on ne regarde pas des scénarios où on maintient par exemple jusqu'à 50% nucléaire. Ça ne veut pas dire que la SED ne pense pas que ça pourrait avoir du sens, mais pour le but de l'exercice, pour comprendre sa valeur assurantielle du nouveau nucléaire, c'était les scénarios qu'il nous fallait étudier. Et puis, naturellement, dans le cadre de l'instruction du nouveau nucléaire, ces scénarios seront une contribution au travail de RTE. Donc, comme Fabien va le montrer, on a défini avec lui un certain nombre d'incertitudes qui nous semblaient les plus importantes pour mener cet exercice. Il y en a beaucoup quand on va vers les chemins pour 2050. Donc, on a retenu quelques-unes qui vont vous être maintenant présentées par Fabien. Fabien, je te passe la parole.
Fabien, est-ce que vous pourriez activer votre micro et votre caméra si vous nous entendez? Fabien est en train de se reconnecter. Parfait, très bien. Donc, en attendant, donc ce travail il a été fait par l'équipe de la section 8, qui est présidée par Michel, et donc par Compass Lexicon. Et donc, on attend Fabien Roch, qui est le vice-président de Compass Lexicon et qui est aussi professeur associé à l'Université Paris-Dauphine. Ah voilà, je le vois. Très bien, alors. Très bien, merci. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, mais il y a une coupure de connexion qui m'a fait sortir du webinaire. C'est bon, on t'entend, Valérie. Oui, on t'entend. Très bien. Oui, désolé pour ce problème technique. Et merci pour l'introduction. Merci pour la possibilité de présenter nos travaux que vous devez voir à l'écran. Donc, ma présentation va être structurée en 5 temps principaux. Premièrement, je vais revenir sur certains des éléments de contexte qui ont déjà été mentionnés par Michel et Valérie, notamment le contexte des objectifs ambitieux européens de décarbonation dans lequel l'étude s'inscrit, et évidemment les tendances de plus court terme qui amènent à faire sortir du système électrique européen un certain nombre de capacités pilotables. On en viendra ensuite à la présentation des scénarios, notamment les scénarios de socle nucléaire, les scénarios de déploiement de flexibilité. On présentera notre modèle et ensuite on ira sur les résultats. Je commencerai par le mix de production. Vous verrez que dans ces scénarios de décarbonisation, on est quand même très largement dominé par les technologies propres, notamment les renouvelables variables, ainsi qu'un fort développement des moyens de flexibilité. Et on conclura par les impacts financiers, notamment l'évolution du prix, l'évolution du coût système. Donc voilà l'ordre de ma présentation, et sans plus tarder, je vous propose d'attaquer avec un rappel sur l'introduction. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les points de passage à 2030 et 2050 en termes d'émissions annuelles de gaz à effet de serre que l'Europe s'est fixée. Alors, pour être tout à fait précis, les points de passage à 2030, c'est ce que vous voyez en orange, 46% de réduction pour le système électrique. Et jusqu'à présent, l'ambition de décarbonisation à long terme, c'est pas d'être neutre en carbone complètement en 2050. Donc, vous voyez qu'on a 64% de réduction à 2050. En revanche, la nouvelle Commission européenne, vous savez, qui est arrivée et qui a pris ses fonctions il y a quelques mois maintenant, a mis en avant un pacte vert, un Green Deal. En quoi consiste-t-il? Il consiste essentiellement à décarboniser à 2050 complètement l'économie européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle des scénarios zéro net, donc d'émissions nettes à zéro. C'est-à-dire qu'on peut émettre un peu plus que zéro, mais on va avoir des puits de carbone, par ailleurs, qui vont nous amener à zéro émission nette. Donc, on est dans ce contexte, évidemment, en train, au niveau européen, de discuter de cette ambition accrue, sachant que, comme vous le savez, la crise économique liée à la crise sanitaire du Covid est passée par là. Donc, les discussions promettent évidemment d'être complexes à ce niveau-là. Néanmoins, pour ce qui nous incombe dans cette étude, on se place dans ce cadre ambitieux de décarbonisation, tant en France qu'au niveau européen. Que ça implique, c'est bien entendu des défis tant du côté de l'offre que de la demande. Et je vais y revenir plus en détail sur les prochaines diapos. Du côté de la demande, on a analysé différents scénarios, soit de la Commission européenne, c'est les scénarios que vous voyez labellisés EC, European Commission,
voit les scénarios des gestionnaires de réseaux de transport européens. Donc, il y a une association, ENSOE. Et comme vous le voyez, en fonction des scénarios et notamment de l'électrification de l'économie, quand on parle d'électrification, c'est bien entendu le passage à l'électricité pour un certain nombre d'usages qui ne sont pas électrifiés aujourd'hui. Alors, l'exemple qui vient en tête, c'est évidemment le véhicule électrique, mais on peut également penser par ailleurs à l'électrification des bâtiments. Il faut voir que dans pas mal de pays, il y a encore un rôle prépondérant des énergies fossiles pour les bâtiments. Et donc, au travers de ces transferts d'usage, l'électricité prend un rôle prépondérant dans les scénarios de décarbonisation, ce qui amène à un rebond de la croissance d'électricité, rebond notamment post-2030, à mesure qu'on déploie ces technologies. L'autre élément à garder en tête, c'est qu'en parallèle de cette dynamique côté demande, on a des plans de sortie, aussi bien côté charbon, lignite, qu'on va y venir dans certains pays, évidemment, du nucléaire. Alors, pour commencer par le charbon, la lignite, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 120 gigawatts aujourd'hui, au niveau européen, de centrales charbon et lignite connectées. Avec les plans de sortie, on va tomber à 52 gigawatts en 2030 et 14 gigawatts en 2040. Donc, on est en train de dire qu'on va perdre plus de 100 gigawatts, c'est-à-dire plus de 10%, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, plus de 10% de la capacité installée en Europe, de capacité en plus pilotable, commandable, puisque ce sont des centrales thermiques, en l'espace de 2 décennies. Donc, évidemment, ça peut amener des effets bénéfiques d'un point de vue environnemental, puisque ça réduira les émissions à la fois de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Néanmoins, se pose la question de comment on va assurer la sûreté du système électrique du fait de la décroissance de ces capacités pilotables qui, on va le voir dans une minute, va se doubler d'une croissance très forte des technologies variables, des énergies renouvelables notamment. Alors, comme vous le savez, la situation est plus contrastée côté nucléaire puisque nous avons des tendances à la hausse comme à la baisse. Pour commencer par le verre à moitié vide, comme vous le savez, nos voisins allemands ont décidé de sortir du nucléaire. C'est le cas également, on le sait, en Suisse et en Belgique, même s'il y a des incertitudes sur la date. En revanche, nos voisins anglais, et puis, comme vous le savez, il y a également des discussions dans des pays de l'Est comme la Pologne, des discussions également en Bulgarie, etc., s'orienteraient, eux, plutôt vers de la nouvelle construction nucléaire. Donc, on y reviendra d'ici quelques minutes quand je vous présenterai les scénarios qu'on a retenus. Mais évidemment, ça fait partie des enjeux à prendre en compte quand on modélise le système électrique tel que nous le faisons, centrale par centrale, et afin d'assurer un bouclage à la fois physique et économique. J'en profite pour vous montrer évidemment les tendances toujours côté offre, cette fois des énergies renouvelables. Les différents pays européens doivent mettre en place des plans nationaux climat-énergie, les fameux NECP. Comme vous le savez, la France a fait son travail. Hein. Nous avons un plan. Nous avons d'ailleurs une PPE qui est en ligne avec ce plan. Le point important, c'est que si on regarde de manière coordonnée les trajectoires prévues dans les différents pays, on assiste à un très fort développement en même temps, aussi bien de l'éolien terrestre et en mer que du solaire. Vous voyez quelques chiffres sur ces courbes. Hein. On parle que de 2030, mais ça se poursuit après. Une très forte augmentation des énergies renouvelables, variables, est attendue. Alors, tout ça va évidemment poser la question de comment gérer la stabilité du système. Il va falloir mobiliser toutes les flexibilités disponibles et en construire de nouvelles. Alors, en termes de flexibilité, on fait face à de fortes incertitudes. Premièrement, on l'a dit, parce que certaines des sources de flexibilité aujourd'hui, les centrales pilotables, pour partie, vont sortir. On a parlé du charbon récemment. Par ailleurs, on a également des incertitudes sur la capacité à investir, à construire de nouvelles capacités flexibles. Quelles sont les solutions ? Il y a évidemment, on l'a dit, les centrales thermiques qui restent en backup ou qui font du cycle. On a également, bien entendu, l'hydraulique, qui historiquement joue un rôle essentiel, notamment en France. Hein. On peut penser aux STEP, les stations de turbinage-pompage. On peut également penser au rôle des effacements
qui, comme vous le savez, ont vocation à se développer, évacuation de consommation, donc pilotage de la demande, notamment du véhicule électrique, qui va permettre de flexibiliser la demande. Et puis, il ne faut pas oublier le renforcement des réseaux. Renforcement des réseaux tant en France que sur l'international, afin de pouvoir bénéficier de solidarité, d'import-export au niveau européen. Alors tout ça, d'une part, va nécessiter des incitations, des signaux prix. On y reviendra en fin de présentation. Mais tout ça se double de très fortes incertitudes. Incertitudes sur, évidemment, le rythme de déploiement envisageable pour ces différentes sources de flexibilité. On pense notamment aux batteries, on pense notamment au stockage saisonnier, le power to gas to power, tel qu'on l'appelle. Donc passer par du méthane qu'on stocke dans des réseaux de gaz, qu'on ensuite peut rebrûler évidemment dans des centrales au gaz pour produire de l'électricité. Donc vous voyez qu'on commence par de l'électricité et on finit par de l'électricité, en exploitant les réseaux, en exploitant les stockages, par exemple, de la chaîne gazière. Ça permet un stockage saisonnier, bien entendu au travers d'une efficacité et de pertes importantes. Donc voilà les incertitudes auxquelles nous faisons face, sans oublier, je l'ai mentionné en passant, mais ça vaut le coup de le rappeler, que renforcer le réseau, c'est aussi faire face à une problématique d'acceptabilité de la population. On le sait, il y a des plans ambitieux de déploiement du réseau. À 2050, comme vous le voyez, ENTSO-E prévoit un quasi-doublement des capacités d'interconnexion, c'est-à-dire transfrontalières entre les différents pays au niveau européen. Néanmoins, la dernière décennie a montré que la problématique n'était pas tant la volonté, la problématique n'est pas non plus le financement, la problématique est vraiment d'obtenir les permis et de pouvoir avancer sur ces projets compte tenu très souvent d'une forte opposition locale. Donc, pour résumer, si on regarde ce panorama, on se rend compte qu'on a des défis importants liés à la décarbonisation du système électrique. On est sûr, entre guillemets, d'un certain nombre de choses. On est sûr notamment que ça va passer par une sortie du système d'un certain nombre de technologies pilotables thermiques. On est sûr également que ça va passer par un développement fort des énergies renouvelables et qu'il va nécessairement devoir investir fortement également dans des technologies pilotables et flexibles. Ce dont on est moins sûr, c'est évidemment la faisabilité de tout ça, tant d'un point de vue technologique, on a parlé d'acceptabilité aussi de la population, et puis il faut parler évidemment du bouclage économique de tout ça. Alors c'est modestement l'objectif de l'étude, d'essayer d'utiliser nos modèles de la plaque européenne. On modélise les centrales une par une, avec leurs contraintes opérationnelles, on modélise les contraintes de transport, dans un modèle qui nous permet à la fois de simuler les marchés électriques européens, donc les prix, les flux, et un modèle qui nous permet également de regarder le bouclage physique, c'est-à-dire de s'assurer que la sécurité d'approvisionnement est maintenue à tout instant, en tout cas au niveau des plaques nationales, suivant les critères prédéfinis. Alors j'en viens du coup à l'étude. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'il y avait effectivement des données d'entrée. Les données d'entrée, c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ça a des implications qui ne sont pas discutables, en tout cas qu'on ne discute pas dans le cadre de cette étude. Ça va augmenter la demande électrique. Parallèlement, on a une diminution des capacités pilotables et un développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est les données d'entrée, si vous voulez, du problème. On a également des incertitudes techniques et économiques, comme je vous le mentionnais, et on a choisi de modéliser l'impact croisé de deux faisceaux d'incertitudes qui nous semblent décisifs en France. Le premier volet d'incertitude, c'est le potentiel de déploiement des solutions de flexibilité. À quel coût, à quelle vitesse on peut espérer déployer de manière massive des batteries, du stockage saisonnier. La deuxième grosse incertitude, c'est évidemment celle du maintien d'un socle nucléaire. Je vais y venir dans un moment, mais par là, on entend l'idée qu'on construirait un nouveau bloc de centrales EPR afin de remplacer une partie du parc actuel quand il arrive en fin de durée de vie. En croisant ces deux faisceaux d'incertitudes principaux, l'idée pour nous est de faire ressortir la valeur du maintien du socle nucléaire d'un socle nucléaire français dans le contexte d'une neutralité carbone à l'horizon 2050 et compte tenu effectivement des incertitudes sur les développements des sources de flexibilité. Voilà l'objectif de l'étude.
Alors, pour être tout à fait transparent, nos hypothèses, je vous en résume certaines, les plus importantes, puisqu'on n'a pas le temps en 1 heure de tout couvrir. On a une appendice assez fournie, où en toute transparence, nous présentons nos hypothèses. On s'est basé sur des sources aussi indiscutables que possible, puisqu'on a choisi de prendre des sources tant sur les hypothèses de coût que de potentiel qui sont reconnues comme faisant référence, la Commission européenne, les gestionnaires de réseau, ainsi que la PPE elle-même sur certains aspects. Donc, vous voyez les hypothèses de coût contrastées dans les 2 scénarios pour les batteries. Donc, vous voyez que dans le scénario optimiste, on a une forte décroissance des coûts des batteries. Dans le scénario moins optimiste, on est plus sur une stagnation. Et de la même façon, on a les 2 mêmes scénarios sur ce qui est le stockage saisonnier, ici représenté par le Power to Gas to Power. Pour ce qui est des autres énergies renouvelables et du nucléaire, donc vous voyez nos hypothèses. Sur les énergies renouvelables, on est en ligne avec les hypothèses de coût qui ressortent de la dernière étude de la Commission européenne. Et on s'est basé sur les hypothèses de la SFEN pour l'évolution des coûts du nucléaire. Je vous passe les détails, mais il y a un élément évidemment qui est très important, c'est celui du potentiel des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le modèle de manière sans contrainte construire des énergies renouvelables partout. Il faut évidemment lui donner certaines limites en termes aussi bien de capacité totale que en termes de gradient, c'est-à-dire en termes de rythme d'installation par an. On s'est basé sur, à nouveau, des études qui font référence, notamment les études de l'ADEME, qui a identifié des potentiels maximum de déploiement des différentes filières d'énergie renouvelable. Alors, pour finir, comme je vous disais, on obtient du coup 2 familles de scénarios, des familles de scénarios tant sur le déploiement de la flexibilité, ces contraintes, que sur le nucléaire. Et je vais peut-être vous montrer les scénarios nucléaires pour que ça devienne plus concret. Alors, on a un premier scénario, je dirais, c'est le scénario aux limites, comme le disait Michel, où on fait l'hypothèse que on respecte la PPE, donc on a 14 fermetures d'ici 2035, et puis ensuite des fermetures progressives des réacteurs à 60 ans, maximum, avec un lissage pour éviter l'effet falaise. Ça nous amène à 2050 avec un parc nucléaire qui se réduit du coup à 15,5 gigawatts en France. Dans le scénario dans lequel on maintient un socle nucléaire, alors il a été décidé dans le cadre de cette étude, puisqu'on travaille aux limites, de ne renouveler qu'une partie du parc. Sur ces hypothèses, donc on part sur 13 nouvelles unités, 21,5 gigawatts qui seraient construites d'ici 2050. Alors une première paire d'EPR avant 2035, puis une paire tous les 4 ans jusqu'au 6e réacteur et ensuite une paire tous les 2 ans. Donc, ça permet, comme vous le voyez, de maintenir jusqu'à 2045 un parc nucléaire qui est en lente, on va dire, érosion, mais qui reste très significatif, et de limiter à 2050, on va dire, la baisse, puisqu'on est encore à 37 gigawatts de capacité nucléaire installée en 2050. Pour vous donner un ordre de grandeur, on va y venir dans une minute, mais ces 37 gigawatts, du fait de la croissance importante de la demande électrique, produisent entre 30 et 35% de l'électricité consommée en France en 2050. Donc, le nucléaire représente à peu près un tiers du mix. On croise donc ces scénarios nucléaires avec des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes sur le développement des flexibilités. Et on simule tout ça dans notre modèle au pas horaire afin d'optimiser le fonctionnement des marchés électriques, les échanges, en prenant en compte les différentes interconnexions. Notre modèle, il est testé, puisque nous travaillons régulièrement pour différents acteurs, tant industriels que financiers. Il est calibré pour reproduire la dynamique de prix de manière réaliste sur le marché électrique. Aucun modèle n'est parfait, mais on a fait de notre mieux. C'est une plateforme qui est maintenant utilisée depuis plus de 10 ans dans le cadre de nombreuses missions, comme je vous le disais, aussi bien par les industriels, les institutionnels que les financiers. Et pour finir, il faut bien comprendre quelles sont les hypothèses de départ. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle.
on est quand même avec certains éléments exogènes. Donc, les éléments exogènes, quels sont-ils? On fait des hypothèses sur le coût des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. On fait des hypothèses sur la demande d'électricité. On s'est calé sur les scénarios européens et français. On fait des hypothèses également sur le nucléaire, on vous l'a dit. C'est pas le modèle qui optimise le nucléaire, c'est quelque chose qu'on utilise en entrée. Et de la même façon, on laisse le modèle optimisé sur le mix en respectant les contraintes d'émissions de CO2 à 2050. C'est-à-dire que le modèle, n'est pas libre, évidemment, de construire des centrales charbon, puisque ça ne rentrerait pas dans l'impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne peut construire que les technologies propres, entre guillemets, qui sont à sa disposition, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Donc voilà pour les contraintes, pour être tout à fait transparent. Si ça vous convient, je parle des résultats au niveau du mix de production. Alors, je vais aller directement dans le vif. Voilà notre mix de production en 2020. Donc, vous voyez le socle nucléaire important, un peu plus de 60 gigawatts. Vous voyez le rôle de l'hydraulique et des différentes énergies renouvelables. Et vous voyez qu'il reste un petit peu de thermique en France. En 2050, il y a quasiment plus de thermique. Il reste évidemment l'hydraulique. Il reste un socle nucléaire, puisque là, on se place dans le scénario de socle nucléaire. Et on a en revanche un très fort développement à la fois des filières photovoltaïques, éoliennes en mer et éoliennes sur terre. Alors, dans le cadre de notre modèle, avec les hypothèses de coût qu'on a et le déploiement, on assiste à un fort effet de cannibalisation. C'est-à-dire que les revenus qui sont capturés par les énergies renouvelables, et notamment le solaire, baissent à mesure qu'on les déploie, tout simplement parce que plus on met de solaire qui produit du coup durant la journée, pas forcément au moment des heures de pointe, plus on a un surplus finalement d'énergie à écouler sur les marchés à ce moment-là, ce qui fait baisser les prix. Et donc la rentabilité du solaire s'en trouve affectée, puisqu'il produit à des heures où l'électricité n'a que peu de valeur pour le système en fait. Et donc ça freine dans le modèle le développement du solaire au bout d'un moment. Il faut voir que le modèle préfère construire de l'éolien sur terre et de l'éolien en mer, qui, bien qu'ils ont aussi un effet sur les prix, de cannibalisation, cet effet est beaucoup plus lissé, puisque l'éolien, comme vous le savez, produit tout au fil de la journée, plus ou moins, et avec plus ou moins de prévisibilité, mais néanmoins, c'est étalé tout au long de la journée. Alors peut-être pour que ce soit plus parlant, on peut regarder également les capacités de flexibilité qui sont nécessaires dans un tel scénario. Donc, vous voyez que le modèle, en fonction de la disponibilité de la flexibilité, va construire plus ou moins de batteries et de stockage saisonnier, ou alors devoir se rabattre sur des options plus onéreuses. Si jamais les prix, les coûts de ces technologies de flexibilité ne descendent pas suffisamment rapidement, on fait moins de flexibilité d'une part, et du coup on fait de la flexibilité plus onéreuse, donc par exemple des TAC biocarburants, puisqu'on n'a plus le droit de faire des centrales de pointe au gaz, comme vous le savez, dans le cadre de la PPE en France. J'en arrive à vous montrer les térawattheures, donc le mix en électricité produite cette fois. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, dans les deux scénarios, que la flexibilité soit limitée ou accessible, le nucléaire représente un socle, 30 à 34%, et les énergies renouvelables complètes, avec l'hydraulique qui évidemment joue un rôle important autour de 9 à 10%. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on rajoute à ça une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'on enlève le socle nucléaire. Quand vous enlevez le socle nucléaire, et là vous le voyez sur ce graphique en gigawatts, vous perdez les fameux 22 gigawatts que vous avez construits, de nouveaux EPR, et il faut bien les remplacer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire encore plus d'énergie renouvelable. En l'occurrence, on va surtout faire du photovoltaïque parce qu'on a déjà épuisé le potentiel, comme on l'a dit, maximum au niveau éolien sur terre et en mer. Et il faut faire, bien entendu, plus de flexibilité, donc encore plus de batteries, encore plus de stockage saisonnier. On va également jouer sur les effets aux frontières, puisque nos voisins en font un petit peu plus également pour nous aider dans ce scénario-là. En termes de production, c'est peut-être là où c'est le plus visible. Donc, vous voyez qu'on perd un gros bloc de production de base, avec la perte des 22 gigas de nucléaire. On récupère de l'énergie au travers des capacités additionnelles très importantes de photovoltaïque et un petit peu également sur les autres technologies. On a des pertes supplémentaires parce qu'il ne faut pas oublier que comme on a plus de stockage dans les batteries ou du stockage saisonnier, on a des pertes additionnelles à prendre en compte. Donc voilà les résultats et vous voyez que
On a déjà, dans un scénario dans lequel on maintient un socle nucléaire, des chiffres très ambitieux en termes de déploiement des énergies renouvelables et du stockage. Il faut aller encore plus loin quand on perd ce socle nucléaire. Alors, quels sont les impacts? On va finir la présentation en parlant des impacts. Le premier impact, c'est sur les imports-exports français. Aujourd'hui, on a un solde d'électricité en France, import-export, qui est positif, de l'ordre de 60 TWh. Dans les scénarios dans lesquels on perd le socle nucléaire français, donc les scénarios rouges, vous voyez que la France perd une partie de ses exportations, une partie significative. Alors que quand on le maintient, ce socle nucléaire, on reste exportateur net de manière très significative. Et ça va jouer directement, évidemment, sur la balance commerciale. Donc là, on parle de milliards d'euros, on parle plus de térawattheures net par an. Vous voyez, et c'est très clair qu'aujourd'hui, on a à peu près 3 milliards d'euros de contribution à la balance commerciale française des exports nets d'électricité. Dans les scénarios dans lesquels on maintient l'option nucléaire, on maintient cet effet positif de 3 milliards plus ou moins sur la balance commerciale. Ça se réduit un tout petit peu quand la flexibilité est limitée, puisque le nucléaire doit faire un petit peu plus de cycles pour l'optimum du système. En revanche, si on ne garde pas ce socle nucléaire, on devient négatif. C'est-à-dire que le secteur de l'électricité devient un contributeur négatif, coûte plutôt que rapporté à la balance commerciale française. L'autre élément sur lequel on peut peut-être revenir 2 minutes avant de conclure, c'est évidemment l'impact sur les coûts. Alors, l'impact sur les coûts, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est qu'à mesure qu'on déploie des énergies renouvelables, on va modifier fondamentalement la façon dont les prix se forment sur le marché de l'électricité. Le marché gros, comme vous le savez, c'est un marché qui est tiré par les coûts variables. Et donc, il est aujourd'hui essentiellement tiré par les coûts variables des technologies thermiques, que ce soit le gaz ou le charbon. À mesure qu'on les fait sortir, ces technologies du mix, le charbon notamment, et où qu'elles produisent moins, c'est le cas du gaz, qui va être cantonné à un rôle de centrale de pointe, eh bien, elles forment de moins en moins le prix. Et donc, le prix découple progressivement des coûts marginaux variables des centrales thermiques. À cela se rajoute la croissance des énergies renouvelables. Et donc, on voit bien que malgré la forte augmentation des prix du CO2, la forte augmentation du coût des énergies fossiles, on a finalement des prix qui restent relativement stables avec une faible augmentation sur les marchés de gros. Alors, ça pose néanmoins un autre problème qui est celui de la volatilité des prix. On va y venir dans un moment. Mais on vous montre sur ce graphique, à gauche, la production, à droite, le prix. Et ce que vous observez, c'est que quand le solaire et notamment l'éolien produisent, les prix sont bas. Inversement, quand il y a moins de production, notamment les journées sans vent, les prix sont beaucoup plus élevés. Alors, on n'explose pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est ce qui nourrit les batteries, c'est ce qui nourrit les stockages. Ils se nourrissent de ces arbitrages de prix. Donc, comme vous le voyez, on a des arbitrages de prix pour les batteries, des différentiels de prix de 30 € à peu près qu'il faut exploiter. Et pour le stockage saisonnier, il faut monter beaucoup plus haut, vu les pertes notamment. Pour que ce soit rentable, il faut 90 à 100 € de différentiel de prix pour que ça fonctionne. Donc, voilà qui m'amène peut-être à conclure. Vous voyez que sur l'impact sur les prix d'électricité, on a une augmentation qui est relativement modérée. Néanmoins, cette augmentation est beaucoup plus forte quand on est contraint sur les solutions de flexibilité, puisque ça augmente très significativement dans ces scénarios-là. On observe cependant que quand on garde le socle nucléaire, finalement, on peut modérer l'effet de cette augmentation des prix quand on est limité sur la flexibilité qu'on peut déployer. Et c'est logique, puisque comme on a gardé un socle nucléaire, finalement, le système est plus résilient, il a besoin de moins de flexibilité, ça lui permet d'absorber ces pics de production sans construire autant, sans nécessiter autant de stockage. Donc voilà les résultats de l'étude, et peut-être je peux en arriver à la conclusion pour laisser un petit peu de temps pour l'échange sur les messages clés qui ressortent de la comparaison des scénarios. Alors, je réalise que j'ai quand même passé une diapo importante, qui est le coût total de production. Donc, juste pour conclure là-dessus, vous voyez qu'on a un surcoût à 2050 dans les scénarios dans lesquels la flexibilité est limitée. On a également un surcoût qui est d'autant plus important que la flexibilité, que le socle nucléaire n'est pas là. Donc, maintenir le socle nucléaire permet quelque part d'avoir une
une assurance contre les scénarios dans le futur dans lesquels on aurait des problèmes à déployer les technologies de flexibilité. Alors, on a une synthèse de ces messages en conclusion, mais je vais être très bref parce que je sais qu'il faut qu'on puisse discuter un petit peu. Le premier point, c'est que si on est sérieux par rapport à ces objectifs de décarbonisation, il va falloir faire croître de manière très significative les énergies renouvelables et, de l'autre côté, faire descendre les capacités pilotables thermiques. On étudie, comme on l'a dit, des scénarios qui caractérisent les incertitudes principales, à la fois au niveau du socle nucléaire et au niveau de la flexibilité. Et ça nous amène à pouvoir conclure qu'il y a une valeur assurantielle à garder un socle nucléaire, valeur assurantielle parce qu'elle nous permet finalement de faire face à des scénarios dans lesquels la flexibilité serait limitée. Par une raison ou une autre, hein, on n'a pas cherché, on n'est pas des experts des technologies, des batteries, etc. Il est possible qu'effectivement, elles deviennent abondantes et peu onéreuses, mais il est aussi possible, on a vu, qu'on ait des problématiques dans la chaîne de valeur ou d'acceptabilité publique. Donc voilà les résultats de notre étude et je pense qu'on peut maintenant passer au temps d'échange sur cette étude. Je vous rends la parole, peut-être Valérie et Michel. Absolument. Donc, merci à tous pour vos questions. Et vous avez aussi voté. Il y a une question que j'ai déjà répondu, ça concerne la disponibilité des diapos de Fabien. Elles sont sur notre site. Je vous rappelle l'onglet Les travaux, c'est-à-dire à côté de la note, vous avez aussi les diapos de Fabien, ainsi qu'un texte en Word rédigé par Fabien à l'intérieur de la note. Donc, la première question principale qui a le plus de votes, c'est une sur l'actualité. C'est dans l'actualité des propositions de climat. Il n'y a eu aucune mention sur le nucléaire. Comment vous l'expliquez? Et c'est une bonne chose. Tu me poses la question? Valérie, je t'entends assez mal. Je ne sais pas si c'est le cas de Michel également. Vous ne m'entendez pas bien? Oui, Michel, il y a eu un peu. Michel, tu peux prendre les questions parce que vous m'entendez. Ok. Donc la première question d'Elsa sur le fait que les propositions de l'actualité, notamment la Convention sur le climat, ne mentionnent pas le nucléaire. Comment l'expliquer? Je pense que ça nous amènerait sur des sujets qui sont un peu éloignés du thème de la discussion d'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la Sven le regrette. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Il faudra aussi pour voir ce qui est possible de faire. Passer à la question de Maxence sur la question des 60 ans et de la possible prolongation des réacteurs existants au-delà. C'est une très bonne question qui revient assez régulièrement. Je pense que pour comprendre pourquoi se baser sur une prolongation déjà à 60 ans et pas un bon calcul, il y a deux éléments. Il y a un premier élément assez basique, mais rappelons-le quand même, c'est que c'est l'ASN qui peut décider ou pas de prolonger le parc au-delà, déjà jusqu'à 60 ans, et puis au-delà. Et donc aujourd'hui, c'est très loin d'être acquis dans une logique pour chercher une trajectoire gagnante. Ce ne serait sans doute pas un bon pari que de miser sur une autorisation d'ASN dans ce domaine-là. Il y a un deuxième point qui est plus lié à des questions de stratégie, de cohérence entre les calendriers de politique industrielle et de politique énergétique. Fabien est revenu sur l'effet falaise. Aujourd'hui, la stratégie, la trajectoire posée nous permet de lisser cet effet falaise qui est une contrainte industrielle auquel la France doit faire face. Si on prolongeait le parc au-delà de 60 ans, on ne ferait que repousser cette contrainte. Et donc, on n'y apporterait pas de solution. Et puis, à contrario, on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'EPR Ville, on a reconstitué des compétences pour le nucléaire. On voit bien, et ça a été notamment démontré dans la note qu'on a publiée il y a un an, qui était basée sur une enquête avec le BCG auprès de la filière, que sans perspective de nouvelles constructions de réacteurs nucléaires, une bonne partie de la supply chain
ne pourrait pas suivre, ne pourrait pas attendre 5-10 ans avant d'avoir des nouvelles perspectives de construction pour investir, pour maintenir les compétences. Donc, voilà, il y a vraiment ces doubles contraintes qui sont nécessaires de prendre en compte et qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas parier sur une prolongation de l'inflation. Alors, je continue. D'autres questions qui méritent sans doute une réponse plus concise. Il y a la question de l'arrêt TCNAM et de l'hiver prochain. Là-dessus, effectivement, c'est pas le même horizon temporel que celui regardé avec Fabien. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sujet a été traité de façon très précise, enfin, est en train d'être traité de façon très précise par RTE. C'est un sujet d'actualité qui bouge au jour le jour, donc la chaîne n'est sans doute pas le mieux placée pour apporter des éléments de réponse. Et puis, rajouter que sur Fessenheim, dans tous les cas, il y a une contrainte sur le combustible, et qu'on ne peut pas du jour au lendemain apporter de nouveaux éléments combustibles pour démarrer la centrale. Ça ne marche pas comme ça. Les questions de stabilité de réseau. Là-dessus, Fabien pourra compléter, mais le modèle de Fabien est un modèle au pas horaire, donc prend en compte toute une partie liée à la variabilité, à l'intermittence des énergies renouvelables. Le 40% du réseau australien, je ne pense pas que c'est un chiffre gravé dans le marbre. Des fois, on entend 30%. Ça, ce sont en général des chiffres qui sont tirés d'études sur des réseaux insulaires. Je pense que la bonne réponse, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui jusqu'à combien on peut mettre de NR sur le secteur électrique pour maintenir la stabilité. Mais Fabien, tu auras sans doute des éléments pour compléter la réponse. Je peux rajouter, si vous m'entendez, quelques éléments sur les réseaux. Donc, il y a deux dimensions. Il y a effectivement les problématiques réseau au niveau local, voire national, et puis également les problématiques transfrontalières. Dans l'étude, on modélise quand même essentiellement les problématiques transfrontalières. Là-dessus, il y a des plans de renforcement, mais on se heurte à la fois à des difficultés d'acceptabilité et des difficultés tout simplement de faisabilité sur certains projets, comme vous le savez. Dans le niveau interne, je vous invite à regarder les études à la fois d'Enedis et d'RTE qui ont publié, notamment RTE, son plan de développement réseau à 10 ans qui met en lumière qu'en fonction de différentes incertitudes, on a des fourchettes de coûts très, très différentes. Dans son plan de développement, ils mettent bien en lumière qu'en fonction des évolutions du mix, notamment, pas uniquement, mais en fonction des évolutions du mix, il y aurait des impacts sur les coûts réseau. Ouais. Je vais prendre deux questions groupées autour des autres scénarios qui sur la place publique. Les mégawatts, alors qui déjà, à mon sens, n'est pas vraiment un scénario, parce que c'est plus un point d'arrivée à 2050, et ça n'intègre pas la question de la gestion à intermittence au pas horaire, mais il y a certains RTE et d'autres, et puis notamment l'ADEME. La question, c'est comment les travaux se situent par rapport à cela. J'ai dit en introduction, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas du tout ce que la SFEN a comme volonté au travers de ces scénarios, c'est pas du tout de substituer à RTE. Par contre, il y a un travail en cours avec tout un certain nombre de groupes de travail par RTE qui regardent des mix à l'horizon 2050, et donc on recherche ce qu'on recherche, c'est de contribuer à éclairer ce travail et tout particulièrement, je pense, à l'orienter dans une analyse qui prend en compte au bon niveau les principales incertitudes et les risques associés. Parce qu'il y en aurait beaucoup d'engagement dans ces scénarios et dans ces modèles à 2050. Donc voilà, il est important d'avoir une démarche plurielle pour bien comprendre quelles sont les principales incertitudes qu'il faut intégrer. Une autre question sur les technologies nucléaires qui sont bien sûr plurielles, notamment les SMR. Je pense d'ailleurs qu'il va y avoir plusieurs questions sur les SMR si je m'abuse.
j'en vois déjà 2. Donc aujourd'hui, on regarde que des EPR, essentiellement parce qu'il y a en France des contraintes sur les sites existants. Donc on sait qu'en renouvellement, on peut renouveler le parc en bonne partie sans avoir besoin de nouveaux sites nucléaires. Le fait qu'on ne considère pas des SMR en France à 2050, c'est vraiment une hypothèse. Voilà, c'est lié à ces contraintes de site et puis au fait qu'on a besoin d'hypothèses de modélisation. Et typiquement, le projet SMR français est par ailleurs essentiellement développé dans une logique de l'export. Ce qu'on ne fait pas également, c'est de prendre en compte les applications halogènes du nucléaire. Alors SMR, mais pourquoi pas aussi sur des réacteurs de forte puissance tels que les EPR. Ça, c'est, je pense, également une bonne partie liée aux contraintes de modélisation où effectivement on aurait, je pense que Fabien, tu me rejoindras, il est difficile de modéliser au pas horaire à la fois le système et puis les interfaces avec les réseaux de chaleur. Oui, bah, je peux peut-être dire Fabien, tu me rejoins sur ce dernier point. Oui, tu as complètement raison, Michel. On est amené à faire des choix en modélisation et c'est le cas, je pense, pour tout modèle. Hein. Aucun modèle n'est parfait. Là, ce qu'on a dans ce modèle, c'est quand même une représentation très fine au pas horaire de chacune des centrales connectées en Europe et des contraintes opérationnelles, ainsi que des contraintes de grand transport, comme on l'a dit, entre les différents pays. On n'a pas le couplage avec la chaleur, c'est-à-dire bien entendu, on modélise les centrales, les CHP, hein, les centrales qui fournissent de la chaleur. On essaie de se caler sur les courbes de production, on va dire, traditionnelles à ce niveau-là, pour pas trop dévier des optimisations qui sont faites entre chaleur et électricité. Mais on n'a pas une modélisation conjointe de la chaleur. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui nécessite un modèle séparé des réseaux de chaleur. Je continue dans les questions. Il y a une question sur les impacts au niveau de la balance commerciale et notamment au travers des effets sur le tissu industriel, tout particulièrement dans une hypothèse où on ne renouvellerait pas le parc. Effectivement, ça, c'est pas l'objet de l'analyse qui vraiment se focalise encore une fois sur comment arriver à boucler le système électrique en 2050 en maintenant uniquement un socle nucléaire et en ne renouvellement que partiellement le parc. Je peux quand même aussi ajouter que ces éléments-là, évidemment, on en a bien conscience et que c'était notamment l'objet du récent avis de la SFEN sur le plan de relance qui revenait assez précisément sur pourquoi le nouveau nucléaire au niveau peut avoir un sens dans le cadre des plans de relance en cours. Je continue. Alors, il y a d'autres questions sur sur les articulations entre fréquences et tension. Je pense que là encore, hein, il n'y a pas de modèle qui peut tout prendre en compte, toutes les contraintes techniques. La principale, le modèle de Fabien se focalise essentiellement sur les questions de gestion de l'intermittence ENR au pas horaire, regarder les questions de fréquence et de tension, ça nécessiterait deux modèles et d'une certaine façon, ça ne viendrait que renforcer le cas qu'a présenté Fabien. Fabien, tu es d'accord avec cette… Oui, je confirme. De toute façon, pour rassurer à ce niveau-là, on se met toujours aux limites de ce que les temps de calcul nous permettent de faire. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, et Michel et Valérie le savent bien, pour affiner et converger sur un scénario comme ça, il nous faut plus d'une semaine. Donc c'est quand même beaucoup de temps de calcul. On se heurte, hein, malgré les progrès, aux limites de ce qu'on peut faire. Nous, on en débat fréquemment avec nos pairs, hein, aussi bien dans la communauté de recherche que les opérateurs, puisqu'on échange avec RTE, ils ont les mêmes enjeux.
de capacité de modélisation. Il faut faire des choix, mais je pense que là, on a quand même fait les choix qui nous permettent d'être aussi réalistes que possible sur la problématique qui nous occupe, c'est-à-dire de manière un peu fine comment le système à 2050 peut fonctionner avec autant de renouvelables. Qu'est-ce que ça nécessite en développement de flexibilité et quel rôle peut jouer une technologie pilotable comme le EPR dans un mix décarboné tel que celui-là. Donc voilà, il y a une adéquation, je pense, de moyens par rapport à la question qui était posée. Question de Jean-François, comment se mobiliser alors que l'hypothèse mal retenue est un scénario d'érosion? Le scénario retenu est un scénario où on lance un programme de 6 EPR avec une décision à l'horizon 2021, tel que c'est actuellement en discussion au sein des services de l'État. Donc, ce n'est pas un scénario d'érosion sur la partie 2030-2040. La question est quel est le d'atterrissage en 2050. Le chemin qu'on a tracé dans le cas où on renouvelle le parc permet de se mobiliser au niveau du tissu industriel actuel. Donc, c'est vraiment un scénario de mobilisation. Après, il y a une autre question qui est, une fois qu'on a fait la première série de 6 EPR, est-ce qu'on accélère ou pas? Est-ce qu'on accélère avec une cadence pour aller vers un EPR mis en service tous les 2 ans, voire même un EPR mis en service tous les ans? Cette question-là, on n'a pas besoin de la trancher aujourd'hui pour décider ou pas de lancer le programme de 6 EPR. Et donc, dans une dynamique de prise de décision, c'est pas un facteur qui nous semblait nécessaire à étudier. Mais on l'a pleinement pris en compte. Le temps à partie est fortement limité. Je peux prendre quelques plus ciblés. Une question sur les coûts de l'éolien en mer. Aujourd'hui, Fabien l'a dit, hein, les hypothèses de coûts qui ont été prises, c'est les hypothèses qui font aujourd'hui assez largement consensus au niveau européen, qui sont effectivement des hypothèses avec une croissance des coûts. Donc, on peut les challenger. C'était pas nos objectifs aujourd'hui parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à prendre les hypothèses qui feront le plus consensus et à partir de là, montrer malgré ces trajectoires de forte réduction du coût et une valeur à renouveler le parc. Après, on pourrait avoir une discussion à côté sur est-ce qu'on pense ou pas que les coûts de l'éolien en mer vont fortement baisser, mais ça, c'est pas nécessaire pour notre démonstration. Beaucoup de questions qui arrivent. J'essaye de satisfaire tout le monde. Valérie, peut-être remarquer une ou deux questions qui méritent le plus une réponse. Valérie. Oui. En fait, je pense qu'on va devoir laisser partir Fabien, parce que je crois que Fabien avait un arrêt à 14 heures. Oui, malheureusement, je vais devoir vous dire au revoir, donc j'en profite pour remercier à nouveau Valérie, Michel. Et bien entendu, je suis disponible notamment par email s'il y a des questions additionnelles. D'accord. Merci beaucoup. Donc Thomas, je ne sais pas si l'outil nous permet de répondre aux questions après la fin du webinaire pour que tu puisses répondre à toutes les questions. Oui, elles peuvent être. Je peux fournir les questions qui ont été posées pour que vous puissiez y répondre plus tard. D'accord, très bien. Ou si on peut faire durer un petit peu. En tout cas, ce que je voulais dire, je vais évidemment dire merci à Fabien et à Michel et remercier chacun d'entre vous d'être venus. Et surtout, donc vous pouvez trouver tous les documents sur le site et aussi de bien répondre au quiz qui va vous être proposé. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'expérimenter des choses, des outils nouveaux, des propositions nouvelles. Et c'est important pour nous de savoir si elles correspondent à vos besoins en termes d'horaire, en termes de contenu, en termes de format, voilà, en termes techniques, etc. Voilà. Donc peut-être on peut
on peut, pendant les 2 minutes qui nous restent, là, éventuellement prendre 1 ou 2 questions, Michel. Oui, tout à fait. Alors, sauf que moi aussi, on me pose le questionnaire. Donc, j'ai des questions qui s'ouvrent. J'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a, si je les prends de façon groupée, il y a un certain nombre de questions qui sont sur les limites, évidemment, du modèle. Et autrement, c'est angles morts. Dans la note, on y revient en détail. Typiquement, des problématiques telles que les impacts en termes d'analyse de cycle de vie, c'est aux limites de ce qu'un modèle tel que celui utilisé par Fabien peut modéliser. Par contre, on a totalement conscience de ces éléments-là et comme sur les questions de stabilité de réseau, ça vient renforcer les résultats et ça fait partie des points qu'on soulève, comme j'ai dit dans la note. Il y avait une question sur les rendements du power to gas, gas to power. Ils sont faibles, on en a tous conscience, c'est de l'ordre de 15-20%. Par contre, c'est du stockage. Donc, ce que ce résultat montre, c'est que si il est techniquement réaliste, qui n'est pas acquis que le power to gas se développe fortement, ça peut avoir un rôle pour gérer le stockage à long terme. Par contre, il y a un point, ça permet de rebondir, il y a un point qu'on voit un peu indirectement dans le résultat de Famiaroc, c'est que dans un scénario où on maintient un socle nucléaire à 30%, mais sans doute plus, il y a quand même beaucoup de renouvelables intermittentes à gérer et le power to gas, en amenant du stockage à long terme, est assez complémentaire du nucléaire parce que ça veut dire que le nucléaire a besoin d'être moins flexible, donc il a un facteur de charge plus élevé, il peut se repositionner plus en base et ça concourt à sa rentabilité et donc à l'optimisation économique du système. Donc, aujourd'hui, on a tendance un peu à taper sur le power to gas parce que déjà sur le plan technique, il y a beaucoup d'incertitudes et puis on n'est pas certain. Et puis il est plutôt utilisé dans une optique où on essaye de faire passer des scénarios 100% renouvelables, mais dans un scénario équilibré, le power to gas, s'il se développe à côté du nucléaire, n'est pas forcément une bêtise. Il y a une question sur la sobriété énergétique. Aujourd'hui, important de précision, le modèle, les hypothèses qu'on prend sur l'évolution de la demande amènent des progrès très significatifs en termes de maîtrise de la demande électrique. Par contre, ce qu'il y a en parallèle, c'est qu'il y a énormément de reports d'usage d'autres vecteurs à l'électricité, parce qu'à un moment, si on veut décarboner, pour beaucoup d'usages, on a besoin de passer par l'électricité, et ça appelle à une demande croissante, malgré le fait que c'est une demande avec plus de progrès d'efficacité énergétique. Voilà ce que je pouvais vous apporter sur les principales questions. Voilà, Valérie, est-ce qu'il y en a une en particulier que j'aurais… Oui, pardon, je répondais un petit peu en ligne à certaines. Oui, concernant les hypothèses de sobriété, on a pris les hypothèses de la SNBC. Hein. Donc, dans la SNBC, vous avez énormément de sobriété, mais vous avez quand même une augmentation de la consommation d'électricité de 30%, parce que vous utilisez l'électricité pour décarboner les autres usages, et y compris aussi pour faire de l'hydrogène bas carbone. Et je vous ramène d'ailleurs à la note, la position que nous avons faite sur ce sujet, disant que le nucléaire et les renouvelables via le réseau était la manière la moins chère de faire de l'électrolyse de l'hydrogène, en particulier par rapport au vaporéformage. Voilà. J'ai répondu à une autre question. Oui, il y a toujours des questions sur l'image du nucléaire. Je suis convaincue qu'il y a un récit positif à avoir sur le nucléaire. On est souvent en défense
il faut être en attaque positive, c'est-à-dire vraiment avoir des récits. Et je crois que là, avec cette note, on a un récit positif sur le nucléaire puisqu'on montre bien la valeur qu'on apporte à l'équilibre du système électrique. La valeur qu'on a. Si ça me permet de rebondir, Valérie, je pense que c'est à la fois montrer la valeur qu'on apporte et c'est également aider à positionner le débat en se posant les bonnes questions. Des fois, on a tendance à avoir un débat un peu réducteur où on compare les coûts actualisés d'un scénario A à un scénario B. Alors, du scénario A, on met du nucléaire, dans le scénario B, on met du solaire et des batteries. C'est pas comme ça qu'on construit un scénario à 2050 et c'est pas comme ça qu'on prend des décisions aujourd'hui. Donc, positionner le débat sous l'angle des incertitudes et des risques associés, voilà, c'est je pense vraiment tout l'objet de la note et ça nous permet de montrer que le lancement du programme EPR2 a une forte valeur assurantielle pour le système électrique qui, au-delà de la compétitivité qu'il aura, justifie sa décision. Oui, il y a une question sur, on aurait parlé de l'impact commercial d'une sortie de nucléaire. Je ne pense pas qu'on ait fait ça. Mais en ce qui concerne l'impact économique de la destruction de la filière, je ne pense pas qu'on l'ait analysé, en tout cas dans cette note-là. Mais par contre, dans notre note sur la relance de l'économie française, on a bien fait l'inventaire de l'ensemble des études économiques qui montrent l'effet d'entraînement de la filière nucléaire sur l'ensemble des autres secteurs. En particulier, une étude de Foratome qui dit qu'un euro dépensé dans le nucléaire, c'est 2,5 euros de revenus pour le reste de l'économie. Voilà, donc ça, je pense que allez voir cette note, elle est sur le site aussi, et je pense que c'est vraiment la revue de l'ensemble des études économiques sur l'impact que peut avoir le nucléaire. D'abord, sur lui-même, enfin, quelle est la filière nucléaire, avec les informations de la dernière enquête du CSFN, mais aussi l'impact du nucléaire sur le reste de l'économie, que ce soit parce que justement il apporte de l'électricité bas carbone, parce que les emplois sont très élevés et donc du coup il y a un pouvoir de consommation des employés du nucléaire qui est important par rapport aux autres secteurs industriels, et aussi parce que 80% de la valeur ajoutée est française. Voilà, il y a une question sur les questions des volumes de matières premières, qui est un vrai sujet sur lequel je pense qu'il n'y a pas encore d'études, vraiment, enfin il y en a un petit peu. On a publié un petit peu sur le sujet. Et je pense que ça va être un des grands enjeux à venir, cette question de l'analyse du cycle de vie, non seulement sur le carbone, mais aussi sur les matières. Ça va être un vrai sujet. Non, comme je disais, on l'a mentionné de façon plus qualitative dans la note, clairement en visibilité. Par contre, aujourd'hui, pas nécessairement des moyens d'aller sur cette considération. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on va garder vos questions et puis on va essayer d'y répondre à tête reposée, parce qu'on a beaucoup de questions. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, quand on répondait aux questions qui permettent d'améliorer, je vois qu'en effet, il y a des gens qui disent qu'il y a eu des problèmes de son. Donc, on va travailler là-dessus. Et merci beaucoup à tous. Au revoir.